Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette petite vidéo que j'enregistre. Je suis toujours à Rabat, au Maroc. Je suis actuellement jusqu'à la fin de l'année pour passer les fêtes de fin d'année 2024. Et j'aimerais vous donner encore une fois des nouvelles de comment ça va au milieu de ce deuil difficile. Alors si tu es de passage sur cette chaîne, si c'est la première fois que tu tombes sur moi, eh bien, je te souhaite la bienvenue. Je suis très heureuse de te rencontrer virtuellement. Simplement, j'ai créé cette chaîne l'année dernière, donc ça va bientôt faire 2 ans, au moment où j'ai perdu ma sœur jumelle. Elle est morte du cancer du sein avec une métastase osseuse. Sa maladie a duré 4 ans et 4 mois et nous l'avons vécue toutes les deux ensemble, donc toutes les périodes de guérison et les périodes de rechute. Alors je partage tout ça sur toutes les playlists que tu trouves sur cette chaîne. N'hésite pas à aller fouiller, voir les différentes périodes. L'année dernière, c'était une année nomade dans le deuil et cette année, c'est une année un tout petit peu plus fixe, on va dire. Voilà, tu peux évidemment t'abonner si tu veux être, comment dire, faire partie de notre petite communauté. Je sais que c'est pas très drôle, mais ça fait du bien d'être ensemble. Tu peux aussi mettre un pouce sur cette vidéo. Je sais que je le dis à chaque fois, mais ça permet à d'autres personnes de tomber aussi sur cette vidéo et surtout sur cette chaîne et ne pas rester seul face à la souffrance du deuil. Les commentaires sont bien évidemment une très bonne idée parce que ça sert jamais à rien. Chacun d'entre nous vit les choses à sa manière et ça aide l'ensemble de la communauté de te lire. Donc vraiment, utilise l'espace des commentaires pour nous raconter ton histoire. Voilà. Alors, comme je disais, on est à la fin de l'année. Je suis toujours au Maroc. Je suis, on va dire, installée temporairement. J'appelle plus ça un deuil nomade parce qu'à partir du moment où la majorité de l'année 2024, je l'ai passée en Bretagne, chez moi. Et que là, je viens que là, maintenant, pour la fin de l'année au Maroc. Mais cela dit, voilà, je suis quand même installée pour un certain nombre de semaines ici. Et dans les 2 vidéos précédentes, je vous expliquais que je rentrais dans une phase du deuil qui était quand même pas très drôle parce que le temps a beau avancer, on a l'impression que ça n'améliore pas, ça n'améliore pas ma situation. La dernière fois, donc la dernière vidéo que j'ai postée, je vous racontais une anecdote de ce qui nous était arrivé. Quand j'appelle anecdote, c'est pas du tout drôle, hein. Mais je vous parlais de ces fameux flashs qui sont de plus en plus présents. En fait, ils sont quotidiens, plusieurs fois par jour, et qui me rappellent des moments douloureux que j'ai vécu avec ma soeur jumelle, essentiellement des moments pendant sa maladie et tous les problèmes qu'on a rencontrés face évidemment au monde médical sur lequel on est tombé nous. Et il y en a certains d'entre vous qui m'ont répondu, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, qui ont vécu aussi des situations épouvantables. Je tiens à le dire, merci vraiment d'avoir témoigné parce que on pense toujours que c'est très subjectif. On pense toujours que voilà, que c'est parce qu'on est particulièrement fragilisé, parce que on n'a plus les idées en place, que on est hyper émotif dans des situations comme ça. Donc on perd un petit peu notre capacité de jugement et on perd un peu le bon sens en fait. Alors bien sûr que tout ça est vrai, hein, on est dans un état d'anxiété qui est très élevé quand on s'occupe d'une personne malade très proche de nous. Dans mon cas, c'était ma soeur jumelle et j'étais vraiment terrorisée à l'idée de la perdre. Donc j'arrivais même pas à le conceptualiser en fait, cette idée que nous pouvions être séparés par la mort. Et je suis persuadée que pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, c'est la même chose. Voilà. Donc bien sûr qu'on est perturbé, mais on n'est pas complètement, on ne devient pas crétin du jour au lendemain sur des choses sur lesquelles on a la tête sur les épaules. Donc je trouve ça vraiment chouette que vous preniez le temps de témoigner pour que vous compreniez aussi que c'est pas que moi qui dis ça, donc il y a d'autres personnes qui vivent des expériences similaires. On a vécu des choses communes et ça nous a beaucoup fait souffrir.
parce que nous sommes face à une institution médicalisée qui a un énorme pouvoir sur les êtres humains en cas particulier. L'effet du groupe sur le particulier est toujours un petit peu dangereux finalement. Et c'est un petit peu ça que j'ai expérimenté et qui m'a énormément fait souffrir et qui revient aujourd'hui à la surface de pratiquement tous les jours. Donc évidemment, ça a été l'incompréhension du comportement du monde médical avec ma sœur et moi, et de cette façon de se tenir les coudes entre eux pour ne surtout pas dire quand il y a une erreur qui est faite, quand il y a une possibilité d'aller dans une nouvelle direction. Il n'y a pas de liberté en fait dans ce monde-là. Il n'y a vraiment pas de liberté. Moi, j'aimerais pas être dans ce monde-là. Si toi, tu m'écoutes et que tu travailles dans le monde médical, je te dis bravo, chapeau. Si tu as en plus une intégrité morale, ça doit vraiment pas être drôle tous les jours, vraiment. Et bien sûr que le monde entier, le monde médical entier n'est pas perverti à ce point. Il n'empêche que j'ai fait ma petite enquête, j'ai écouté d'autres témoignages, donc pas du tout sur ma chaîne, hein, et je me rends compte que ce que j'ai vécu avec ma soeur jumelle n'est vraiment pas un cas particulier. Donc c'est la nature humaine. La nature humaine, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit pervertie dans un milieu comme le milieu médical. On a un peu ce côté idéaliste d'imaginer que dans le monde médical, ce sont des personnes qui ont vraiment dans le cœur l'idée vraiment d'être à l'écoute de la personne et non pas lui imposer sa vision du monde, sa vision de la santé ou de la maladie, sa vision de la guérison et sa vision de la fin de vie, comment elle doit se passer, et de la mort. Nous, ce qu'on a rencontré, c'est un placard, un mur de béton. Et je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment... mais c'est stupide, hein, maintenant je sais que c'est faux. Mais je m'attendais que dans le monde médical, on ait des échanges. Je dis pas tous les jours, je dis pas avec genre une demi-heure. Parce que je sais bien que tout le monde est débordé de partout dans cette terre aujourd'hui. Mais sur une durée aussi longue que 4 ans, j'imagine quand même qu'on peut espérer des moments de partage, des moments d'écoute, des moments... d'accompagnement. En fait, c'est de l'accompagnement. Alors ça me parle encore plus aujourd'hui parce que si vous avez suivi un peu les dernières vidéos que j'avais postées le mois dernier, je vous parlais de mon évolution professionnelle en ce moment, parce que j'ai créé une autre chaîne YouTube et je commence à développer mon activité de coaching. Alors le coaching que je fais, c'est typiquement c'est comme tout le monde, mais c'est de l'accompagnement, et je comprends encore plus la valeur et le sens de ce que c'est que d'accompagner des gens dans leurs problématiques. Là, en l'occurrence, je parle du monde médical et d'un chemin de guérison, parce que pour moi, tant qu'on est vivant, on est en quête de ce chemin de guérison. Et pourquoi moi je dis ça? Tout simplement parce que c'est mes études en médecine naturelle, donc en santé naturelle et en naturopathie, qui me font dire que, en effet, le corps humain, et ça, moi, je suis complètement d'accord avec ça, fait tout le temps, à chaque instant, pour revenir vers un état de santé optimal. Et si tu le laisses faire, il va essayer. Ça ne veut pas dire qu'il réussit à chaque fois. Hein. Je ne dis pas que... ne rien utiliser, ne pas chercher à guérir, c'est pas du tout ça que je dis. Je dis simplement que le corps humain déjà lui-même fait ça. Et que si on l'aide avec intelligence, et si on utilise la coopération du malade, ça a plus de chances de fonctionner. Et ce que j'ai pu observer, c'est pas ça du tout. Moi, ce que j'ai observé, c'est un monde médical qui te dit moi je suis celui qui sait. Et en plus, j'ai décidé que parmi toutes les options possibles, il n'y a que ça et ça qui fonctionne. En tout cas, moi, j'ai décidé que ce ne sera que ça. Et tout le reste, je ne veux même pas en parler. Et c'est même pas juste je ne veux pas en parler. C'est si toi, tu as l'audace d'en parler et de commencer à cheminer sur ce chemin que je n'approuve pas du tout, eh bien dans ce cas-là, je vais clairement te pourrir la vie.
Je vais te dire non quand tu as besoin d'un oui. Je vais rendre les choses compliquées quand tu as besoin qu'elles soient un tout petit peu facilitées. Et au lieu de rester simplement dans une forme de neutralité où je te dis, ben, démerde-toi, puisque tu ne veux pas faire appel à moi, puisque tu ne prends pas tout ce que j'ai à offrir, pour moi, il n'y a pas de souci que la personne te dise, ou que l'institution médicale te dise, eh bien dans ces cas-là, je te laisse évoluer, libre. Non, moi, ma soeur et moi, on n'a pas vu quelque chose de neutre, bienveillant, en te disant, bon, je vous préviens avec toute la bienveillance du monde que de mes connaissances, de ma vision du monde, de mon approche de la guérison, il me semble que vous allez droit dans le mur et que vous faites une erreur. Mais c'est merveilleux d'entendre ça. C'est ce qu'on espère entendre en échange de personnes qui sont soi-disant experts. Mais experts de quoi? Experts de la guérison? Experts de la maladie? Experts de quoi en fait? Cette nature humaine-là, pour moi, elle a été pervertie. Parce que je sais bien évidemment qu'ils n'ont pas le temps de commencer à chipoter, peaufiner, expliquer, prendre le temps. Et qu'il y a beaucoup de monde en plus, il y a beaucoup de gens parmi nous qui n'avons pas envie de savoir comment ça fonctionne, qui n'avons peut-être pas les capacités non plus de nous prendre la tête à savoir comment fonctionne le corps humain. Donc, c'est logique, on a envie de faire confiance à la personne experte. C'est vrai que je prends cet exemple bateau, mais j'ai pas de connaissances en plomberie, j'ai un problème, j'appelle un plombier ou une plombière, je sais pas si ça se dit. Et moi, bon, c'est vrai que moi j'aime bien tout comprendre, ça fait partie de ma nature, donc j'adore en plus tout ce qui est un peu ingénierie et technique, mais ça vient un peu aussi de mes études, mais je peux ne pas avoir envie de m'intéresser à ça, et tout ce que je veux c'est le résultat, et je choisis de faire confiance à telle ou telle personne, telle ou telle institution, et après je suis tranquille. Je comprends que la majorité d'entre nous, on est comme ça. Il se trouve que certains d'entre nous, certains d'entre vous, je suis persuadée que vous êtes un peu, je ne sais pas comment dire ça, mais des amateurs en réparation, rénovation de maison, parce que vous êtes vous-même propriétaire, ou parce que vous avez ces compétences, parce que vous avez envie de vous y intéresser, parce que j'ai plein de raisons qui font que vous aurez envie de savoir ce que raconte le plombier. Et vous aurez envie de pouvoir choisir, de donner votre avis, parce que c'est chez vous. Votre maison, c'est vous. C'est votre chez vous. La tuyauterie, elle vous appartient. Et bien moi, je fais partie de ces gens-là en ce qui concerne la santé naturelle. Et la santé tout court, l'humain. Donc, ma soeur jumelle était pareille. Elle avait tout à fait les capacités, non seulement intellectuelles, mais en plus, elle était en état de comprendre. Elle n'était pas avec un problème mental qui l'empêcherait de comprendre quoi que ce soit. Donc nous étions toutes les deux en pleine puissance de nos moyens, nos facultés cognitives, et nous étions très intéressés par le domaine de la santé. Et donc on a eu juste des portes fermées en face de nous et aucune possibilité de dialogue. Voilà. Et il est évident que il y a un certain nombre de choses qui nous ont fait réagir très très vite. Je prends encore cet exemple-là, mais quand nous sommes allés à l'Institut Curie, donc ça fait partie des premiers rendez-vous que ma sœur jumelle a eu. Donc elle a rendez-vous pour la première fois à l'Institut Curie. Donc là, elle pense avoir rendez-vous avec une oncologue ou un oncologue. Et en réalité, ça marche pas comme ça. C'est un peu c'est très organisé, ce qui fait que si vous avez une tumeur au sein, ce qui n'est pas non plus si grave que ça, je vous rassure si vous écoutez cette vidéo, vous êtes très vite orienté à l'intérieur de cette institution qui est l'Institut Marie Curie à Paris. Et donc, premier rendez-vous, et la personne qu'on rencontre n'est pas un oncologue, n'est pas un cancérologue, on a rendez-vous avec une chirurgienne. Chirurgienne qui, sa spécialité, c'est de retirer la tumeur mammaire. Chance ou malchance, je ne sais pas, mais en tout cas c'est la réalité. On est tombé sur une personne qui devait être assez novice, parce qu'on a tous besoin de débuter, donc ça c'est pas un souci par rapport à ça. Mais il se trouve que nous avions plus de connaissances
sur certaines choses qu'elle, visiblement, dans le domaine de la cancérologie. Alors c'était choquant, parce que c'est vrai que quand vous arrivez, vous avez tendance à penser que vous connaissez rien et que vous allez être en face de personnes qui sont vraiment expertes. Et ça fait bizarre de tomber sur des gens en fait qui en savent moins que vous. Bon, alors on va pas commencer à chipoter, on s'en fout, parce que l'idée c'est de travailler en équipe et puis d'avancer ensemble. Mais ce qui nous a choqué, c'est quand on lui parle, on lui dit alors qu'est-ce qui se passe? Je résume, hein, mais bah voilà, madame, vous avez une tumeur au sein, et elle regarde immédiatement son agenda et elle nous dit dans 2 semaines, tel jour à telle heure. Et ma soeur dit quoi dans 2 semaines, tel jour, telle heure? De quoi vous parlez? Elle s'attendait juste à avoir un premier mot. Je vous annonce que vous avez un cancer et je vous annonce que vous avez une tumeur qui est située au sein. Elle a telle taille, elle fait tel truc et voilà en gros le diagnostic de départ. Peut-être donner un pronostic également et ainsi de suite. C'est quand même la base, c'est le b.a.-ba. Et en fait, nous, on a une personne en face de nous qui regarde son calepin, qui regarde les dates et qui te dit « Ah, donc je vais te faire une chirurgie, donc une ablation totale du sein. » Donc là, on est choqués parce que ma soeur et moi, on voit la taille de la tumeur et on se dit « On est au niveau de on est au niveau pré-cancer, on est juste à la limite charnière entre le pré-cancer et cancer. » Là, c'est un peu raide d'enlever tout le sein pour une tumeur aussi petite. Donc là, franchement, on y va à la louche, on n'est pas au Moyen-Âge quand même. Donc, on se regarde toutes les deux, on se dit, il y a quand même un truc bizarre. Donc, on commence à poser des questions. On lui dit, mais vous êtes sûr? Mais elle est placée où? Pourquoi? Et là, ça l'emmerde, hein. Excusez-moi pour mon langage, mais ça lui casse les bonbons, hein, d'avoir 2 personnes en face d'elle qui lui dit mais est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le cheminement que vous avez fait dans votre tête pour arriver à cette décision d'ablation? Et je vous passe l'introduction de madame, vous savez, blabla, ce qui vous arrive et comment ça se passe, etc. Et ok, et là on commence à discuter avec elle et il se trouve que la personne à côté, le bureau d'à côté, nous entendait parler. Et a entendu, et Dieu merci, elle a entendu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on était très calme, hein, il n'y avait pas du tout, pas de querelle, rien du tout. Et donc elle se permet de rentrer en disant excusez-nous et excusez-moi, je viens parce que j'aimerais, je vous ai entendu parler et j'aimerais donner un avis secondaire. Et donc là je me suis dit il est évident que la personne à qui on avait affaire, cette femme-là, était une chirurgienne novice et qu'elle était juste placée à côté de son superviseur, qui était une femme qui avait beaucoup plus d'expérience visiblement. Effectivement, ça se voyait. Encore une fois, là, il n'y a pas de souci, hein. Et la femme, donc, chacune a fait son auscultation de ma sœur. La première dit, il faut faire une ablation totale. L'autre, elle arrive après, elle fait le truc, elle la regarde, elle lui dit, mais pas du tout. On ne peut, mais c'est pas du tout. Elle lui dit pas du tout. Elle lui dit non, non, non. Là, dans ce cas présent, on ne fait pas une ablation totale, on fait une petite ablation mineure et qui permet de conserver le sein. Et c'est très important pour le côté psychologique de la personne. Moi, j'ai regardé cette femme-là, je me suis dit, mon Dieu, merci. C'est merveilleux. Vous tous là qui m'écoutez, vous toutes, sachez que quand vous êtes senior de votre discipline, vous faites énormément de bien autour de vous. L'expérience que vous avez, les connaissances que vous avez, mais c'est une bénédiction. Donc quand j'écoute cette chirurgienne, je me dis merci. Ça corrobore, ça va dans le même sens que ce que nous avions appris, ma soeur jumelle et moi. Donc, mais si nous n'avions pas posé des questions en chouinant un peu, en disant ouais, quand même, l'ablation totale, je sais pas quoi, t'as un problème aux dents, t'enlèves toutes les dents là, quand tu vas chez le dentiste, il te dit pas ça, quoi. Donc, là, et surtout qu'on était au courant, donc je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Donc ça nous met pas en confiance du tout, hein. Heureusement que donc la chirurgienne senior est venue pour rattraper le tir et elle lui a dit non, tu vas pratiquer une ablation tout à fait partielle et la plus petite qui soit.
Et ce serait très bien parce que la personne, elle aura, donc la malade, n'aura pas besoin, même pas besoin de refaire de reconstruction mammaire derrière. Mais vous vous rendez compte la différence que ça fait? Comprenez que quand même le cancer du sein, c'est pas n'importe quoi. Donc ça, c'est un autre chapitre, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est la médecine du sens. Hein. Je fais référence notamment au docteur Soulier, qui parlait beaucoup de la médecine du sens, qui est décédé malheureusement maintenant. Mais le cancer du sein, il est connu pour être... Bon, je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais en tout cas, pour une femme, c'est quand même symboliquement difficile. Il y a tout un chemin psychologique à passer par là. Si on peut lui éviter un trauma trop difficile, quand même, faisons-le, quoi. Donc, diagnostic modifié, un peu par hasard, on va dire. Et quand on est rassuré, on se dit, ouf, bon, il y a quand même... on a réussi à sauver les meubles. Et là, on lui dit, juste, j'avoue. Bon, allez, moi, de mon côté, c'était un peu une question piège, mais j'avais besoin de me rassurer. Mais j'avais rien dit, c'est ma soeur qui a posé la question. Et qu'est-ce que vous me conseillez? Elle lui dit, qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour aider, hein, parce que j'ai un cancer, donc qu'est-ce que je dois faire? Elle lui répond, rien. Vous ne faites rien. On essaie de l'aider, on lui dit rien, c'est-à-dire... même au niveau de l'alimentation, vous ne proposez rien? Aucun conseil, hygiène de vie, tout ça, ça ne vous parle pas? Non, rien du tout. Donc là, troisième perche, et le sucre. Peut-être qu'on devrait essayer d'éviter le sucre pendant une certaine période. Et là, on voit les yeux de la chirurgienne complètement abasourdie, qui ne comprend même pas ce qu'on dit. Et qui dit, mais non, mais vous faites ce que vous voulez. Ah mais non, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, comme vous voulez. Et vous pouvez manger les fast-food, vous pouvez manger... Moi je la regarde, je fais, attends, l'un des trucs, mais vraiment de base, si tu veux faire une recherche sur le cancer, une des informations la plus basique, standard, que tu vas trouver, c'est arrêter de manger du sucre. Le sucre nourrit les cellules cancéreuses. Le sucre, c'est du carburant pour les cellules. C'est quelque chose de très positif pour le corps humain. Et encore, j'ai pas dit n'importe quel sucre. Je parle juste du sucre des fruits. Parce que ça n'a rien à voir, en fait, avec... et encore, je parle pas du jus de fruits. Hein, je parle vraiment du fruit en entier avec ses fibres et tout ce qu'il faut. Mais le sucre raffiné, les pâtisseries, les féculents, vous savez, les pâtes, le riz, tout ça, c'est du sucre en barre. Hein, le pain, tout ça, c'est du sucre, en fait. Eh bien... on le sait que c'est la première chose qu'il faut pas prendre pour ne pas donner le carburant aux cellules. Il faut les affamer, les cellules cancéreuses. Et donc, si tu leur donnes du carburant, c'est exactement l'effet inverse. Donc, je dis, mais attends, c'est pas possible qu'elles ne disent pas ça quand même. Freiner sur les pâtisseries, éviter de manger des féculents, n'allez pas trop sur les bonbons, éviter les glaces et tout ce qui a du sucre en fait raffiné dedans. Rien. Elle te dit, vas-y, mais non, bien sûr, t'inquiète. La deuxième chose qui nous a beaucoup étonnés, c'est qu'elle n'a pas évoqué la possibilité d'avoir... c'est-à-dire quand on enlève la tumeur primaire, il y a un risque toujours, avec les chirurgies, que des métastases se déclarent derrière. Pas tout de suite, ça peut être justement les fameuses récidives dont il parle. La récidive, elle peut se placer en forme de métastase derrière. Il y a quand même un gros risque et ça, c'est important d'en tenir compte. Et donc, il est évident qu'il faut avoir une certaine hygiène de vie, un changement dans son hygiène de vie pour éviter d'aller dans cette voie-là. Et là aussi, donc elle te dit, juste continue ta vie. Tu as eu un cancer, tu as une tumeur au sein, voilà, c'est tombé comme ça, cling, sur toi. Il n'y a aucune raison à ça. T'inquiète pas, je vais t'enlever tout le sein et puis on n'en parle plus. Et continue ta vie. Ah ouais, par contre, tu risques de revenir me voir. Ah ouais, je vais te dire, ah c'est pas de chance, mince. Ah, mais on pouvait vraiment pas le deviner, ça. Bon, je me moque, hein. Vous voyez bien que je me moque. Mais en tout cas, tout ça pour dire que on s'est regardé, ma soeur et moi, on a fait waouh.
là, ma pauvre fille, tu y connais rien. Peut-être que tu as appris à faire de la chirurgie, ok. Mais alors déjà, le diagnostic, tu sais pas le faire. Et les conseils en hygiène vis-à-vis de quelqu'un qui a un cancer, tu sais pas non plus. Le b.a.-ba, tu le sais pas en fait. Et ça, c'est placé à l'Institut Marie Curie, Pierre et Marie Curie à Paris. Comment voulez-vous avoir confiance après ça? Voilà. Et vous voyez, c'est ça, le problème qu'on a eu dans le rapport avec le monde médical. Donc là, je vous ai donné un exemple, vous doutez bien qu'il y en a d'autres, à d'autres endroits aussi, avec des endroits réputés. Et ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça, etc., etc. Mais je vous raconte notre expérience, c'en est une, mais j'ai bien l'impression que c'est pas la seule. Voilà. Alors, on peut toujours dire oui, mais on tombe toujours sur des gens incompétents. Elle n'était pas incompétente. Elle était compétente en chirurgie, mais elle n'était pas compétente dans le diagnostic, elle n'était pas compétente dans la prise en charge d'un cancer. Qu'est-ce qu'elle fout là, en fait, hein? J'espère qu'entre-temps, elle a appris quelque chose, hein. Mais c'est quand même très grave. En fait, moi, ce que ça m'a donné comme impression, c'est qu'effectivement, et ça, c'est pas de leur faute, mais le cancer est devenu quelque chose de très fréquent maintenant. C'est pas du tout une maladie occasionnelle qui arrive comme ça une fois tous les... Non, il y en a de plus en plus, c'est vrai qu'il y en a énormément. Alors là, moi, j'ai envie d'en rajouter des tartines pour pourquoi on a des causes de cancer aussi élevées maintenant dans nos sociétés. Mais peu importe. Oui, c'est vrai, les gens étaient très nombreux, ils ont l'habitude, c'est vraiment du travail à la chaîne. C'est pas leur faute à eux, les médecins, d'avoir du travail à la chaîne. Mais quand même, je me dis que l'intégrité morale, en ce qui concerne l'humanité, dans un cadre médical, ça serait pas mal quand même qu'elle soit préservée et qu'elle soit encouragée, qu'elle soit améliorée. Donc, moi, je ne vous parle pas de toutes les personnes qui sont essorées là, par le travail dans le monde médical. Il y a vraiment plein de gens qui travaillent dans le monde médical. Il n'y a pas que les médecins, on ne va pas mettre les phares que sur eux. Les médecins, c'est qu'un maillon de la chaîne, hein. Mais tout le monde travaille en fait. Tout le monde est là pour une bonne raison. Et voilà, donc là, le médecin en question... Ok, elle est fatiguée déjà, elle a plein de travail à la chaîne, etc. Elle est désabusée, blasée par le cancer, par la nature humaine. Attends, mais excuse-moi, t'as un être humain en face de toi, t'as une femme qui est pas si vieille que ça, elle a encore la vie devant elle et tu lui dis comme ça, sans même te poser la question si t'as raison ou pas, une sentence, allez, je te fais une ablation du sein et c'est tout, et je vérifie même pas. Je lui donne un diagnostic comme ça qui va engendrer chez la personne toute une suite de choses difficiles à vivre. Tu pourrais pas juste 2 minutes t'arrêter et te dire ok, est-ce que je suis sûre, je vais demander un avis secondaire, je vais prendre le temps de... Non, elle est sûre d'elle la meuf, sauf qu'elle avait tort. Combien de personnes ne disent rien? Combien de personnes? Vous allez me dire, oh, mais c'est pas grave, parce qu'à côté de ça, tu comprends, il y a des choses tellement plus graves. Mais je m'en fous, moi, que les choses soient plus graves chez les autres. C'est toujours grave pour la personne pour qui ça arrive, jusqu'à ce qu'elle comprenne que la prochaine fois, c'est encore plus grave, et encore plus grave. Mais elle ne pouvait pas le savoir avant. Donc, il n'y a pas de petite douleur, il n'y a pas de petite souffrance, il n'y a pas de petite situation, il n'y a pas un qui est plus que l'autre, non. Il faut donner de l'intégrité et de la compréhension, de la compassion pour tout le monde. C'est tout. Je sais bien. C'est un monde idéal. C'est un monde idéal. Et pourquoi pas? On a le droit de rêver, non? En tout cas, on a le droit d'essayer de tendre vers ce monde-là. Voilà, donc c'était un peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Vous voyez que ça continue de me triturer la tête, ouais, ça continue de me faire énormément souffrir et de m'interroger sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et encore une fois, ce que je vous dis, c'est que il ne s'agit pas juste de me dire oui, c'est moi, ma soeur jumelle et moi, notre drame à toutes les deux. C'est que plus ça va, plus je me rends compte que ça touche énormément de gens, qu'il y a énormément de gens qui passent par cette souffrance. Et je trouve que non, il y a d'autres façons de faire les choses. Il y a d'autres façons de faire les choses. Ne serait-ce que d'intégrer la médecine naturelle. Ne serait-ce que ça. Si les médecins sont débordés et tout le corps médical est complètement débordé, pourquoi dans ces cas-là
ne pas accepter l'aide d'autres personnes qui sont absolument formées et bien formées pour tout ce qui concerne la prévention de la dégradation de la santé physique et mentale, émotionnelle. Toutes les personnes qui sont là, vraiment formées aussi pour l'accompagnement pendant des traitements lourds. Si vous avez vraiment fait le choix de suivre un traitement allopathique chimique qui a des effets extrêmement difficiles, on va pas vous cracher dessus, c'est pas ça du tout, mais on peut vous accompagner. En médecine naturelle, on accompagne très bien. Et je parle de la médecine naturelle, de tous les gens qui travaillent dans la thérapie, dans l'aide à la santé, à maintenir ou à préserver ou à augmenter la capacité vitale de l'organisme. Pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi faire autant de séparation et finalement faire autant de dégâts? Quand justement le milieu médical moderne, chimique, allopathique, etc., est débordé, et on le sait, et on nous le répète de partout. Dans ces cas-là, pourquoi ne pas accepter l'aide des autres? Voilà, en tout cas, si vous avez envie de faire des commentaires, je serais vraiment très heureuse de vous lire. Si vous voulez partager votre témoignage, faites-le, vraiment, faites-le. Sachez que c'est très important, parce que c'est ce qui nous reste, c'est la parole. Sans partir en guerre, hein, sans avoir de pensées trop négatives, c'est pas ça, mais c'est important d'aider ceux qui ont encore une chance de s'en sortir et de vivre les choses d'une meilleure manière, d'une meilleure façon. C'est un peu un devoir, je pense, de partager. Tout le monde est capable de comprendre que chacun raconte son histoire personnelle et qu'il y a forcément une partie subjective, mais il n'empêche qu'à force de répétition, on va s'apercevoir que le subjectif devient quand même une tendance. Et que c'est bien de l'entendre, cette tendance. Ça permet non seulement de prévenir les gens qui passent par ce chemin, de les avertir, et puis peut-être même certaines personnes de rectifier leur comportement et de vouloir apprendre. Donc c'est un monde meilleur, et c'est ce que je nous souhaite. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous de garder votre santé du mieux possible, de penser que l'amour et l'affection qu'on peut donner aux gens autour de nous, c'est la première des médecines pour moi, et à vous-même aussi. Avant de le donner aux autres, pensez à vous le donner à vous-même d'abord. Alors encore une fois, un petit pouce sur cette vidéo, ça me fera du bien, et ça fera du bien probablement à d'autres personnes. Et rejoignez-moi en vous abonnant, et vous recevrez des prochaines vidéos, bien évidemment. Avec grand plaisir de vous retrouver sur cette chaîne. À très bientôt.